Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de Jeff. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Toujours un plaisir. J'ai très hâte de notre échange du jour. Je sens qu'on va en intriguer plusieurs. Partagez Jeff, merci. Alors aujourd'hui, nous recevons une professionnelle, une spécialiste des communications, une professionnelle qui a travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire, qui travaille aujourd'hui dans la logistique, qui est une spécialiste des communications. Nous recevons la directrice communication de CDMV, Geneviève Ménard. Geneviève, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour à vous deux, ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, Geneviève, tu es directrice des communications dans le domaine de la logistique. En plus, une compagnie qui gère des produits qui sont dédiés aux pratiques vétérinaires. Quelqu'un qui ne te connaît pas aujourd'hui et qui souhaite connaître Geneviève d'un point de vue personnel, c'est qui Geneviève? Alors, on se lance tout de suite la question à 1000 $. C'est qui Geneviève? Écoute, si je devais me décrire en quelques minutes à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, je crois que je commencerais par dire que ce qui me caractérise probablement, c'est le fait que je suis d'une curiosité sans borne. Je veux tout voir, tout essayer, tout savoir, tout m'intéresse dans la vie. Ce qui fait que j'ai des passe-temps qui sont incroyablement nombreux, qui vont changer au fil du temps, que ce soit la rénovation, la décoration d'intérieur, la lecture, la cuisine. Je suis vraiment une touche à tout, je m'intéresse à tout. Il n'y a pas de sujet que je ne vais pas trouver intéressant. J'aime découvrir la bébite humaine, si je peux dire. J'aime rencontrer des gens, essayer de comprendre comment les gens pensent, comment les gens voient les choses avec leur propre point de vue, échanger. Au niveau, on revient à un point de vue personnel. Alors, qui je suis? Nouvelle fan de moto. J'ai découvert ça aussi. Oh mon Dieu, je viens de toucher un point sensible. Tu viens de me chercher. Oh, c'est difficile. Oh, mon Dieu. On partage une passion. Est-ce que c'est ce que je comprends? Absolument. Ah, c'est quoi que tu conduis? Écoute, première moto, femme de 5 pieds, une Honda Rebel 500 et c'est amplement suffisant comme premier rangé, je le confirme. Ah, mais non, mais écoute, au niveau de puissance, tu n'as pas besoin de plus. Je te le confirme. Je te le confirme. Moi, j'en ai déjà vu des premiers motards qui se ramassent avec la 1000cc, la 1200cc, puis à peine sortis de cours, puis ils ne sont même pas capables de contrôler la moto. Donc, je te lève mon chapeau. Bon, alors, je suis encore à l'étape de contrôler la bête. Là. Ça fait quoi, 6 semaines que j'ai mon permis, donc on pourra se reparler de moto certainement. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Alors voilà, je pense que ça répond à la question. Bébite curieuse, pleine d'énergie, pleine d'envie de découvrir, de toucher, de goûter. Je suis épicurienne. Puis à 35 ans, je dirais qu'avec tout ça, je suis peut-être à apprendre à essayer de trouver un certain équilibre dans ma vie. J'alterne entre des périodes d'activité intense, des périodes de repos intenses aussi. Donc, peut-être que j'en suis à essayer de trouver un certain équilibre, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas que la vie devienne plate. Hein? La spontanéité, ça reste super important quand même. Effectivement. Et là, tu parlais de beaucoup de curiosité et tout ça. Et je suppose que cette curiosité-là, c'est quelque chose que tu avais depuis ton enfance. Et justement, si on en vient à parler de ton enfance, de quoi tu rêvais de devenir quand tu étais toute petite? Écoute, je me rappelle que mon grand-papa me disait toujours, tu veux tout faire, tu vis 3 vies en même temps. Donc, ce que je voulais faire quand j'étais petite, je voulais tout faire. Je voulais être vétérinaire, je voulais être animatrice télé. J'ai longtemps pensé que j'allais devenir professeure. Ça a resté longtemps. Okay, d'accord. Écrivaine, je voulais écrire des romans.
Un peu plus tard, à l'époque du cégep, donc à l'adolescence, l'art a pris une place immense dans ma vie. Je me rappelle que je passais des nuits entières à dessiner. Donc, ça a été des phases comme ça. Puis au final, avec le recul, c'est drôle parce que si je réfléchis un peu, je me dis que j'ai trouvé une espèce de compromis parfait. Les communications, la notion d'éducation, la rédaction stratégique, la créativité, tout est là finalement. Donc, j'ai fait une espèce de condensé de tous ces rêves d'enfance-là. J'imagine en tout cas, puis je me retrouve où je suis aujourd'hui. C'est génial, je trouve ça super intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui s'amènent, qui partent avec ces rêves, qui partent avec tous ces intérêts, puis qui finissent par trouver un dénominateur commun. Et puis je pense que de ce côté-là, tu sembles bien l'avoir trouvé, puis j'aimerais peut-être creuser un peu à ce sujet-là. Tu as parlé d'art, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de rédaction. Comment t'es arrivé dans le domaine de la communication, Elsima? Tellement par hasard. En toute franchise, si on m'avait dit il y a une quinzaine d'années que j'allais travailler en communication, j'aurais été vraiment embêtée parce que je ne savais pas ce que c'était que les communications. Donc, je me retrouve, j'ai début vingtaine, je me cherche un emploi, je ne sais pas trop ce que je veux faire et je tombe sur un descriptif poste junior en communication qui demande des habiletés en rédaction. Donc, je me reconnais là-dedans, qualité du français. Je me dis, il me semble que ça me parle. Donc, j'ai occupé mon premier emploi en com dans un poste de technicienne dans le milieu de la santé pendant la crise du H1N1. Donc, ça a été quand même une expérience intéressante à laquelle j'ai quand même mis cours assez rapidement. Au début de ma carrière, j'ai quand même fait plusieurs pauses pour voyager pendant plusieurs mois, là, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai transité. J'ai fait un contrat comme journaliste culturelle, chroniqueuse voyage, donc j'ai touché un petit peu à ça aussi. Pour ensuite transiter vraiment vers un poste en communication marketing, toujours un poste junior dans le domaine du tourisme. Donc là, évidemment, j'ai eu énormément de plaisir. Ça a été une très bonne école aussi, où je m'occupais principalement de créer le contenu et de faire la gestion de projets graphiques. Donc, ça a été mes premières expériences avec le branding. Et comme je le disais, j'ai eu énormément de plaisir. Et il y avait toujours, je me rappelle, dans les discussions d'équipe avec mes supérieurs, on commençait à parler de stratégie. Et là, il y avait ce mot-là qui régnait, qui était comme mystérieux, qui était intimidant, la stratégie. C'était comme intangible. Je n'arrivais pas à le définir, mais ça m'intéressait beaucoup. Donc, peu à peu, j'ai cheminé là-dedans pour gagner suffisamment confiance et occuper plus tard un poste en communication marketing dans l'agroalimentaire. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans une entreprise où tout était à bâtir au niveau du positionnement, de l'image de marque, de l'écosystème de communication. Mon mandat est allé jusqu'à créer des emballages qui se retrouvent sur les étalages des supermarchés. J'ai fait un peu de recherche et développement, donc j'ai fait des erreurs aussi. J'ai appris énormément. J'ai eu la chance d'avoir un poste qui relevait directement du président, donc j'avais une belle latitude dans un bon carré de sable, je dirais. J'avais le droit de faire des erreurs aussi, à condition que j'apprenne de mes erreurs, évidemment, ce que j'ai fait. Tout à fait. Donc voilà, donc ça a été, je dirais, un déclic. Je savais que j'étais dans le bon domaine, mais je crois que c'est le premier emploi où j'ai vraiment réalisé que j'étais sur mon X. Je me suis investie à 400%. J'ai gagné beaucoup en confiance, en connaissance pour occuper finalement le poste que j'occupe aujourd'hui chez CDMV. Donc, j'ai été embauchée en 2017 comme conseillère en communication. Encore là, un poste qui relevait de la présidente directement et où mon mandat, dans la première année, était de procéder au repositionnement et à la revitalisation de l'image de marque. Suite à quoi, après un an, j'ai été promue au poste de directrice que j'occupe aujourd'hui. Alors, côté parcours, voilà le chemin parcouru. Écoute, je pense que c'est pas mal un beau chemin. On pourrait même en faire un schéma presque. Avec quelques zigzags, sûrement, oui. Fun, justement, ces zigzags, parce que si je ne me trompe pas, tu as eu des postes où est-ce que tu as dû porter plusieurs chapeaux, excuse-moi, pour différentes industries, différentes responsabilités, puis tu as un peu découvert le domaine de manière un peu aléatoire. Puis ça qui t'a amené jusqu'à à te dire, mais peut-être la stratégie, c'est quelque chose qui va être porteur puis qui t'intéresse plus.
Oui, au fil du temps, c'est que la stratégie est venue balancer le côté créatif. Donc, Oui. aujourd'hui, c'est une espèce d'alliage, là. Puis, je vois pas comment, dans un département de communication, un pourrait être absent, finalement. C'est une Oui. équation qui est très importante. Donc, c'est un peu comme je pourrais me comparer peut-être à un chef d'orchestre, c'est-à-dire que je touche à tout. Je m'assure que tous ces morceaux-là jouent en pleine symphonie, que tout soit en bonne concordance. Exactement, voilà. Donc, je m'assure que tout fonctionne, finalement. J'adore. Excellent, excellent. Et justement, je pense que dans tout ce parcours-là, avec ces belles expériences-là, tu as réalisé des choses avec brio. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui du moins, t'a fait le plus plaisir, en tout cas, où tu as tiré une vraie satisfaction, une joie après sa réalisation en te disant, oui, j'y suis arrivé. Mais en fait, je mentionnais que à mon arrivée chez CDMV, il y a environ 3 ans, mon mandat, c'était le repositionnement de l'entreprise. C'est un projet dont je suis toujours très fière aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Premièrement, moi, j'arrivais d'un domaine extérieur, donc nécessairement, on a ses preuves à faire. Hein. Les gens nous voient arriver puis ils se disent qu'est-ce que c'est de quoi elle parle? Donc, il y a toujours une espèce d'étape où on doit convaincre de son expertise. Encore plus peut-être en communication, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais c'est tellement intangible. C'est pas inné pour tout le monde de comprendre le bénéfice d'avoir une stratégie de communication, d'investir dans les communications et de comprendre finalement le résultat concret et mesurable de tout ça. Donc, ce mandat-là, il a été vraiment particulier à mes yeux parce que c'était pas seulement un changement d'image, c'était un changement de culture organisationnelle qui devait s'organiser au sein d'une entreprise pan-canadienne. Donc, il y a plusieurs segments de clients, il y a plusieurs territoires qui sont particuliers, qui ont chacun leur particularité plutôt. L'entreprise avait un très long historique avec ses clients. Et avec ses employés aussi. Et ça a été un apprentissage majeur, c'est-à-dire que la gestion du changement, des fois, c'est drastique. On a des objectifs qui sont agressifs, on veut les atteindre, on sait où on s'en va, on veut aller assez rapidement. Par contre, il y a des gens qui sont en poste depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour eux, le choc est grand, le choc est majeur. Donc, à travers tout ce changement-là, où on a revu de l'image, où on a revu l'écosystème de communication, la façon d'aborder les projets, il y a eu une phase, pas une phase, mais plutôt un aspect très important qui était de ne pas oublier de communiquer. L'objectif ultime avec un repositionnement, c'est de faire en sorte que les employés deviennent nos meilleurs ambassadeurs, qu'ils comprennent, qu'ils adoptent le changement. Si on a beau avoir la plus belle image, les plus beaux résultats sur les médias sociaux, ultimement, si les employés ne sont pas les premiers à en être fiers, à l'adopter et à projeter ce message-là, c'est qu'on n'a pas réussi. Donc ça a été un apprentissage important de prendre le temps d'expliquer les choses, d'expliquer le raisonnement, de prendre le pouls. On a beau vouloir tout changer, les choses sont comme elles sont pour une raison. Il y a un historique derrière ça, puis je pense que ça serait une erreur de tout de suite sauter à l'étape d'avancer sans prendre le temps de s'arrêter et de comprendre les choses. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis extrêmement fière de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et c'est quelque chose qui se poursuit évidemment un peu plus chaque jour. Est-ce que ça a été un défi, justement, de créer cette nouvelle mentalité, ce shift au niveau autant des employés que de la marque employeur et les rendre tout le monde ambassadeur de la marque? Bien, c'est certain, hein, l'humain est fait comme il est. Le changement, on est réticent par nature. D'autant plus, je crois, quand c'est pas nous qui l'initie. Donc, oui, c'est sûr que c'est un défi, mais on en tire beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'on en est beaucoup plus solide, beaucoup plus fort aujourd'hui, surtout quand on voit les résultats qui nous encouragent à continuer, qui nous confirment qu'on fait les bonnes choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'ajuste pas, qu'on n'a pas encore des apprentissages à faire. C'est un ajustement constant au jour le jour. Mais oui, c'est sûr que pour toute organisation, puis on le voit plus que jamais encore cette année, évidemment, avec la pandémie, l'agilité, l'ajustement, le fait de constamment se re-questionner. On a beau faire un plan stratégique hyper solide, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, il ne va pas arriver quelque chose où, ouais, finalement, on recommence, puis c'est correct. Il faut juste avoir je pense, l'ouverture de se dire qu'on n'a pas toutes les réponses, puis ça n'arrivera jamais qu'on va toutes les avoir. Ça serait une grosse erreur, ça aussi. Tu sembles être, en tout cas, chose certaine, tu sembles être vraiment être une personne
vraiment dévouée, puis vraiment, merci, vraiment une personne dévouée, puis vraiment centrée sur ses objectifs. Mais tout à l'heure, puis je vais ramener à quelque chose que tu mentionnais au début de l'entrevue, tu as parlé d'équilibre, parce qu'avec tes multiples intérêts, tu es assoiffé de comprendre puis d'apprendre des nouvelles choses. Tu as parlé de lecture, tu as parlé de Renault, tu as parlé de Renault, tu as parlé de moto, des épicuriennes. Comment tu réussis à balancer ça, tout ça? Je pense que le secret, c'est de s'écouter, de prendre le temps puis de faire des choix aussi. Jusqu'à récemment, il me semble que j'étais constamment à dire ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas pris le temps. C'est pas la même chose. Puis on peut pas tout faire. Il y a un proverbe qui dit You can do everything, you can do anything, but not everything. Je trouve ça très évocateur. La vie, c'est de faire des choix, c'est de s'écouter. Quand on fait ce qu'on aime, quand on fait la chose qu'on pense qui est la bonne chose, ben, veut pas, c'est plus facile. Ça veut pas dire que des fois, c'est pas un peu overwhelming, tout arrive en même temps. Puis, bon, il y a toujours des périodes de tornade, mais si on est capable de balancer avec des choses où on est capable de décompresser, de prendre du temps pour soi, les j'aurais dû, des fois, c'est bien de les mettre de côté, puis j'aurais dû prendre plus de temps pour moi, ça se peut aussi. Donc, voilà, je pense que c'est l'écoute, puis la balance de toutes ces choses-là qui font une vie qui est riche, mais qui est équilibrée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à part tout ça? Ben, je travaille aussi. J'ai parlé beaucoup de mes loisirs, mais je travaille. et justement, en parlant de travail en tant que gestionnaire, moi, j'ai une question pour toi. Comment tu as dû faire ta place? Je pense que ça part beaucoup de la confiance en soi. Je l'ai mentionné, moi, je suis arrivée dans le domaine des communications par hasard. Je n'ai pas été à l'université, ce qui fait que j'ai longtemps traîné avec moi un syndrome de l'imposteur. D'accord. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le syndrome de l'imposteur veut pas, on veut se prouver et on veut prouver aux autres qu'on est capable, donc on met beaucoup d'efforts, d'intensité dans notre travail. Ceci dit, je pense qu'il y a deux choses qui ont été probablement déterminantes dans mon parcours. Dans un premier temps, l'écoute. J'ai le cerveau qui est constamment en ébullition, j'ai plein d'idées, j'ai des opinions, j'aime parler, mais il reste que pour avoir une bonne idée qui va apporter les résultats escomptés, il faut qu'elle soit liée à un besoin. Donc, si on ne prend pas le temps de comprendre le besoin, d'aller au-delà, une bonne idée, ça reste pas grand-chose finalement. Donc, d'apprendre à écouter les gens, ça a été une chose très, très, très importante et déterminante. Je dirais aussi que de m'entourer des bonnes personnes et de développer des relations de confiance, d'investir, de prendre le temps de développer ces relations-là où les gens vont nous faire confiance, vont être francs et transparents avec nous aussi. Des fois, ça graphine, c'est inconfortable. On entend des choses où on est peut-être moins à l'aise. Par contre, si on a cultivé la confiance en amont, ces relations-là deviennent très riches. Puis c'est là où les résultats se font sentir parce que la franchise fait qu'on partage une vision, on partage un objectif, on travaille dans le même sens. Quand ça ne fonctionne pas, on est à l'aise de se le dire, de se le communiquer. Donc, clairement, l'écoute et les relations de confiance, s'entourer des bonnes personnes, c'est deux des choses qui ont été hyper importantes justement pour réussir à faire ma place. Gagner en confiance aussi un peu plus chaque jour finalement. Être capable de reconnaître ses succès aussi, je dirais que c'est important. On veut rester humble, on ne veut pas que l'ego prenne le dessus. Souvent, je n'osais pas reconnaître, OK, ça j'ai fait et je l'ai fait bien. Je n'osais pas prendre ce mérite-là. Alors que maintenant, c'est un devoir pour moi de partager mes succès avec mes équipes, qu'on célèbre ensemble. C'est important de se dire ce qu'on fait de bien aussi. Tu as mentionné, tu as parlé de l'écoute puis de bien s'entourer. Puis tu as dit qu'il y a un mot que tu as dit, tu as parlé d'un élément déclencheur. Est-ce qu'il y a une situation qui est arrivée qui t'a fait, où est-ce que la switch s'est allumée? Bien, il vient un moment, je pense, où on fait les choses de la façon dont on les fait sans trop se questionner. On est sur le pilote automatique, puis un jour, on se réveille, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. On n'est pas heureux, on a de la pression, on a du stress, les relations se dégradent, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Je me suis ramassée à un moment où j'étais vraiment plus bien du tout. Ça m'a forcée à prendre un gros pas de recul.
à travailler sur moi parce que veux pas, je pense que ce qui se passe autour de nous, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Là, j'ai l'air tout à fait spirituel et ésotérique, mais bon, c'est probablement le moment où j'ai commencé justement à prendre du temps pour moi, à réfléchir, à aller chercher des outils, à faire des lectures qui m'ont aidé à avoir un regard différent, puis à développer des relations aussi qui m'amenaient à avoir un regard extérieur autre que ma façon de voir les choses, à challenger ma façon de voir les choses. Puis à partir de là, mais veux pas, je pense que j'ai juste compris que la façon que j'abordais les choses déterminait le résultat qui en sortirait. D'accord. Et si on fait un lien justement, parce que tu es dans le domaine des communications, et la communication est la chose en ce moment la plus importante avec la situation dans laquelle nous sommes, si on fait un lien justement avec cette situation-là qu'on vit aujourd'hui, toi, d'un point de vue de la communication, quel est ton regard là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on tire beaucoup d'apprentissage de la situation actuelle. Je pense qu'on ne peut rien prendre pour acquis. Je pense que l'agilité, l'ouverture, c'est juste plus des options. Je pense que les gens ont besoin d'être, au-delà d'être informés, les gens ont besoin d'être rassurés. Ce serait dangereux de faire des promesses en ce moment pour une entreprise. On a beau vouloir garantir qu'on fait tout ce qu'on peut. Il y a tellement d'imprévus au jour le jour. Encore là, je trouve que ça nous apporte un regard différent. Puis je reviens à l'écoute, finalement, de prendre le pouls, d'écouter. C'est la clé pour être capable de déterminer la meilleure approche en communication. Puis il n'y a jamais de certitude. Donc, c'est d'avoir l'humilité, des fois, de dire « OK, je me suis trompée, je suis désolée » et de se reprendre. Voilà. Et tu parles d'humilité. Moi, c'est quelque chose c'est un sujet qui me passionne énormément. Selon toi, c'est quoi les éléments qui peuvent emmener quelqu'un à avoir de l'humilité, tout simplement? Je pense qu'il y a une question d'être capable de mettre son ego de côté, d'être vrai avec soi-même, de dire de se questionner sur la raison pour laquelle on fait les choses. Est-ce que je le fais parce que je pense que c'est la bonne chose à faire ou je le fais parce que je veux être perçue d'une quelconque façon? Je pense que l'humilité, il y en a chez qui c'est inné, des gens qu'on admire beaucoup, puis il y en a d'autres qui doivent le travailler. Puis je pense que comme gestionnaire aussi, on le voit beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui manquent d'humilité. Je trouve que c'est un danger en entreprise. Personnellement, je me méfie beaucoup des gens qui manquent d'humilité parce que c'est justement les décisions sont peut-être pas prises pour le bien de l'entreprise, sont peut-être pas prises dans une optique de bien-être pour l'entreprise, mais plus pour l'individu. Donc, c'est quelque chose que je garde en tête constamment, de ne pas tomber dans le piège de l'ego puis d'essayer de rester humble. C'est un défi de tous les jours, je crois. Malheureusement, c'est tellement passionnant ce que tu es en train de nous dire, surtout sur le sujet de l'humilité et lié à la position de gestionnaire. On aurait voulu continuer sur ce sujet-là plus longuement, mais, mais on en arrive à la minute signature, qui est la minute où tu nous partages ta vision sur l'inspiration et la motivation. Et qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde en plus? On est suivi en France, on est suivi en Afrique, on est suivi un peu partout. Donc, sans aucune pression. Pas de pression, pas de pression. Écoute, initialement, on avait parlé d'une citation inspirante et j'ai tergiversé là-dessus jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'à ce matin. Alors, j'avais l'option d'y aller avec ma vraie réponse et de devoir l'assumer par la suite ou d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus corporate. Écoute, je vais choisir l'authenticité et je vais totalement assumer ce que je vais dire. Alors, on parle d'une citation. OK, petite, mon Dieu, tu vois, je l'assume déjà pas, ça va pas bien. On est avec toi. On est avec toi. on est avec toi. Allez, on te soutient. Allez, on y va. Alors, je suis la fille aux 1001 quotes. J'ai des citations partout dans mon téléphone, sur mon miroir. J'en ai partout. Il n'y en a pas une qui m'a marqué plus que les autres. En fait, c'est pas vrai. Il y en a une qui a résonné davantage et c'est la suivante.
J'étais dans un moment, je vais faire une mise en contexte quand même. J'étais dans un moment de stress particulièrement intense, un moment où je doutais beaucoup également. Et il y a cette petite image-là qui est apparue, qui est une photo du ciel. C'est vraiment quétaine. Et c'était écrit « S'il te plaît, arrête de t'inquiéter, je m'occupe de toi. » Et c'était signé l'univers. J'ai fait « Ah! » Puis c'est venu me chercher. Puis je me suis dit, mais voyons donc. Et j'ai compris par la suite pourquoi ça a résonné comme ça. En fait, je pense que tout revient à dire, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Par contre, on garde le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. D'écouter la petite voix, d'enlever le pilote automatique, d'écouter la petite voix, l'intuition qui se trompe jamais. Celle qui nous dit, celle qui nous connaît mieux que personne. Je pense que si on fait ça et si on n'oubliait pas de faire ça, si on arrêtait de rationaliser tout le temps, on prendrait souvent des meilleures décisions, on serait moins stressé. Et cette citation-là m'a fait faire comme « Ah, oui, il faut juste se ramener à l'essentiel, sortir de son cerveau, d'où l'importance des passe-temps, d'où l'importance de prendre du temps pour soi. » Donc, l'univers m'a envoyé cette citation-là au bon moment. Puis sans vouloir être ésotérique, je pense que le gut feeling, ça reste quelque chose c'est la base, finalement. Oui. Puis on l'oublie trop souvent. C'est facile de la tasser, cette petite voix-là, finalement, un peu trop. Ah, écoute, c'est dommage qu'on termine, mais en même temps, je pense que c'est un beau mot de la fin, puisque on a appris à se connaître et on sent l'humilité que tu as mentionnée, mais en même temps, une certaine confiance en soi que tu as réussi à développer avec le temps. Et je pense que c'est cet équilibre que les gens cherchent à avoir. Donc, de s'écouter puis d'être capable de prendre ce pied de recul. Donc, pour moi, on ne pouvait pas mieux terminer. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ce témoignage et ce partage. Merci beaucoup. À vous deux. Donc, je vais remercier Max. Toujours un plaisir d'échanger et de partager avec toi. Partagez, Jeff. Merci. Alors, on va remercier également tout le monde qui nous écoute partout dans le monde, comme Max le dit si bien. C'est très apprécié. On sait que votre temps est précieux, donc on est très honorés que vous passiez ce temps avec nous. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, suivez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.